avec Éric Pomès, nous avons organisé ce colloque sur un sujet sensible, sur un sujet d'actualité, et alors que la réforme qui s'annonce met en cause l'un des socles sur lesquels repose notre société, l'interdit de tuer. Il était important que nous puissions en discuter avec des spécialistes du sujet afin de mesurer l'ampleur du changement. Ce changement ne peut toutefois se comprendre sans faire un état des lieux précis sur la façon dont la fin de vie est appréhendée en France et à l'étranger. Nous commencerons par poser notre regard sur la France, sur les lois qui encadrent la fin de vie, sur l'état de développement des soins palliatifs et les perspectives d'avenir, sur les imaginaires sociaux contemporains autour de la fin de vie. Il nous faudra également faire un point sur le cadre constitutionnel dans lequel cette réforme pourrait intervenir. Si la France a jusqu'à ce jour maintenu l'interdit de tuer en faisant défense aux médecins de provoquer délibérément la mort, certains États étrangers ont levé cet interdit et encadré la provocation de la mort. Aussi convenait-il de poser notre regard sur ces législations étrangères. La volonté exprimée de mourir qui, en pratique, cède fréquemment par suite de la prise en charge des souffrances et d'un accompagnement du malade, peut alors conduire à la mort de la personne dans un cadre et selon une procédure définie. À cet égard, nous évoquerons les difficultés et manquements de la loi belge relative à l'euthanasie, la pratique du suicide assisté en Suisse, la législation espagnole sur le suicide assisté et l'euthanasie, et enfin, le cas canadien. La légalisation en France de la mort provoquée constituerait un changement majeur. Cela aurait une incidence pour la personne malade, son entourage et le personnel médical. Sur la personne malade d'abord, qui aurait ainsi et au moins pour partie la maîtrise de sa mort. Le projet de loi qui sera présenté dans les semaines à venir, lisait-on hier dans les journaux, devrait selon toute vraisemblance conduire à la légalisation de l'assistance au suicide et, pour les malades incapables de s'administrer la substance létale, de l'euthanasie. Alors que le cadre législatif actuel respecte un processus de mort naturelle, ce changement questionne les mécanismes biologiques préparatoires à la mort qui seraient certainement mis à mal par de telles pratiques. Il interroge également la manière d'accompagner les proches et de les informer du processus mis en œuvre. Du côté des soignants, la question se pose de l'impact du geste euthanasique sur les médecins. Pour la société, le bouleversement est tout aussi important. Le débat, on le voit, se déplace du côté du Code de la santé publique vers le Code pénal, en cherchant à s'adresser non plus seulement à ceux qui vont mourir, mais à ceux qui veulent mourir. Ce nouveau paradigme de la mort provoquée semble entrer en contradiction avec l'éthique médicale, qui met l'accent sur le prendre soin, sur une aide active à vivre. Un éclairage socio-anthropologique nous permettra de mieux cerner l'importance de ce changement. Nous nous intéresserons également au point de vue de chacune des grandes religions sur cette question centrale. Avec Augustin, nous avons souhaité que ce colloque soit scientifique et non militant, et qu'il y ait une place pour la confrontation des points de vue, pour le contradictoire. Nous tenons à ce propos à remercier l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer à cet événement et qui, pour certains, viennent de très loin, de Belgique, de Suisse, d'Espagne et du Québec. Nous sommes ravis de les accueillir et, pour un certain nombre d'entre eux, de leur faire découvrir ce qu'est l'ICES. Nous tenons également à remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation à dimension internationale. Un très grand merci à Paul Martin, Édith Bondu, Cyril Pasquier, Philippe-Henri Forger, Guillaume André, Martial Vonville. Sans eux, ce colloque n'aurait pu se tenir. Nous remercions aussi ceux qui ont soutenu cette organisation. Le président de l'ICES, Éric Gérardi, qui ne peut être avec nous aujourd'hui, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, ainsi que notre évêque et chancelier, François Jacolin. Monseigneur Jacolin n'a pu être avec nous aujourd'hui, mais nous a écrit quelques mots
que je vais vous lire. Pères, Mesdames, Messieurs, ce matin s'ouvre à l'ICES un colloque intitulé « La mort provoquée, les enjeux d'une législation ». Je vous prie d'excuser mon absence à ce colloque. Je prêche en effet cette semaine une retraite au prieuré Sainte-Marie de Cotellerie, près de Laval, pour les jeunes propédeutes de notre province ecclésiastique qui viennent de commencer leur année de formation à la maison Saint-Charles de Foucault à Saint-Pern. Je tiens à remercier personnellement chacun des organisateurs pour le thème d'étude qu'ils ont choisi et l'approche qu'il y est donnée de la fin de vie. Je remercie également l'ICES qui permet la tenue en ses murs d'un tel colloque et son président. Je remercie enfin chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de participer à ce colloque sur un sujet particulièrement délicat dans le contexte d'aujourd'hui. Nous serons enrichis de l'expérience de pays voisins et amis. Ayons l'intelligence d'en tenir compte. La mort provoquée entraîne la mort programmée. L'homme devient ainsi maître de sa mort, pensant celle-ci comme un acte isolé de son lien à la société. L'individualisme nous a envahis jusqu'à cet acte ultime. Braverons-nous l'interdit de tuer, structure de base de notre société et marqueur d'une civilisation respectueuse de toute vie humaine. En commençant par les plus fragiles, la personne malade, âgée, vulnérable, ne perdra-t-elle pas implicitement son droit de vivre qui deviendrait un devoir de mourir? Je suis rassuré de lire ces derniers jours les réactions de très nombreux soignants répétant que donner la mort n'est pas un soin, qu'ils désirent offrir des aides actives à vivre plutôt que l'aide active à mourir. Durant ces 2 jours, je confie au Seigneur votre travail, afin qu'il porte de beaux fruits pour son royaume et que chacun reparte animé de cette certitude qu'un chemin de lumière est toujours possible. Ce colloque est en lui-même un acte d'espérance en l'homme, en sa vie, en sa mort. Bon et fructueux colloque à chacun. Cette rencontre de spécialistes du sujet de la fin de vie aurait sans doute moins de saveur sans un public averti et intéressé par la question. Nous savons que certains d'entre vous viennent de loin parce que cette réforme les préoccupe et qu'ils souhaitent obtenir des informations, des réponses à leurs questions. D'où que vous veniez, nous vous remercions de vous venir enrichir de votre présence la qualité de nos échanges et espérons que ces derniers vous satisferont. Pour la conférence introductive de ce colloque, nous avons invité l'un des auteurs de la loi encadrant actuellement les droits des malades et la fin de vie. Le député Alain Claes, également ancien maire de Poitiers, a donné son nom à la loi du 2 février 2016, dite Claes-Lenotti. Il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et va prononcer dans quelques instants cette conférence introductive qui nous semble fondamentale pour faire le lien entre l'existant, le passé, et ce qui est aujourd'hui et le futur. Nous vous remercions, monsieur le député, d'avoir accepté la proposition que nous vous avons faite de venir intervenir à l'ICES. Il est temps, à présent, que nos échanges débutent. Je vous souhaite à tous un bon colloque.